Dobrý den, bonjour, bienvenue à l'écoute de cette vingtaine de minutes proposée par la rédaction française de Radio Prague International, un programme dans lequel il sera question cette semaine de gastronomie, d'architecture et de littérature avec le don exceptionnel annoncé la semaine dernière de Milan Kundera à la Bibliothèque Morave de Brno. Très bonne écoute. Et on commence cette émission avec de la gastronomie créée dans la première moitié du 19e siècle. Občanská plovárna est aujourd'hui à Prague le plus ancien lieu encore existant qui autrefois permettait de se baigner dans la Vltava, si la fonction de l'endroit a bien évolué depuis. Le bâtiment historique de ces bains, classé, est situé dans le quartier de Malá Strana, à côté du siège du gouvernement et en dessous de la colline de Letna. Ce lieu permet toujours de profiter des charmes de la rivière. Un restaurant s'y trouve désormais, avec à sa tête un jeune chef, Jan Moužatko, c'est son nom. Il est l'un des 3 cuisiniers diplômés de l'Institut Paul Bocuse à Lyon en France, un des 3 cuisiniers exerçant leur talent en République tchèque. Et Guillaume Narguet a rencontré Jan Moužatko. On n'est pas premier en fait à essayer d'ouvrir un restaurant ici, mais je pense que pour l'instant on est le premier à le faire avec un certain sentiment pour ce qui nous entoure et vraiment de l'ouvrir aux gens de Prague. Est-ce que vous avez défini le type de cuisine que vous vouliez proposer par rapport justement à l'histoire du lieu ? Au début, quand on a ouvert il y a un an, on a vraiment voulu rester dans, disons, la mode de la Première République. Donc on a resté dans la cuisine tchèque en la mixant avec le savoir-faire français. Parce que comme on sait, pendant la période de la Première République en République tchèque, la cuisine était vraiment très proche de la cuisine française. D'où en fait on a voulu suivre cette voie. Et d'après cette situation mondiale qui s'est passée récemment, on était un peu obligé de changer ce qu'on offre aux gens. Mais la vision est de retrouver cette voie tchéco-français dans le futur, donc disons dans la période d'automne, l'hiver. Une cuisine tchèque avec un savoir-faire français, comme vous le dites, ça veut dire quoi exactement ? Alors, en fait, on proposait par exemple, tlačenka. Pâté de tête, oui. Pâté de tête, ouais, merci. On l'a fait exactement plus ou moins comme on le fait en République tchèque, mais avec des ingrédients et disons des arômes qui sont plus typiques à la cuisine française. Je trouve que la cuisine tchèque essaye de quelques années de faire exactement la même chose que fait la cuisine française depuis des années. C'est vraiment de prendre le produit de terroir et vraiment de l'utiliser au bout. Et on le voit de temps en temps quelque part que vraiment on essaye d'utiliser le maximum que la région nous propose et du coup pratiquer cette authenticité de la cuisine tchèque. Mais moi personnellement je dis qu'il n'y a pas vraiment de recette tchèque, purement tchèque. Je pense que la cuisine tchèque c'est plutôt un mythe qui n'existe pas vraiment. Que c'est beaucoup de recettes qui sont reprises d'autres cultures qui nous entourent. Parce que même si on le dit svíčková par exemple, au final si on prépare la recette séparément, c'est une recette à sauce de légumes avec un bout de viande qu'on peut faire à l'eau comme on veut. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui personnellement me dit que ça c'est la recette tchèque. Donc on parlerait plutôt davantage d'une cuisine d'Europe centrale. Exactement, qui s'inspire d'autres cultures et qui nous sont proches parce qu'en fait disons que le climat nous rejoint. Du coup on mange la même chose que les autres, disons en Pologne pendant l'hiver ou voilà. Jan Moužatko, si je ne me trompe pas, vous avez 25 ans. Exactement. Vous êtes donc encore un jeune cuisinier. Quel a été votre parcours ? J'ai grandi à Prague, ensuite j'ai rentré au lycée français de Prague depuis la classe de CM2 jusqu'au bac.
Et ensuite, du coup, j'ai cherché une école qui va être francophone plutôt, ou internationale. Je voulais partir de Prague pour un peu découvrir ce qui est derrière les frontières. Et vu que ma famille elle est depuis 25 ans dans le métier de la restauration et d'hôtellerie, du coup je commençais à chercher des écoles qui sont focalisées sur la cuisine. Et une de ces possibilités c'était l'Institut Paul Bocuse. Du coup j'ai fait les portes ouvertes, donc je suis parti à Lyon. J'adorais ce qu'il faisait là-bas, comment c'était construit, le château de Viviers qui est vraiment le côté historique de l'école. Et donc j'ai rempli le questionnaire, j'ai postulé. Et ensuite, grâce aux résultats de l'école et ensuite des résultats d'évaluation que j'ai fait à Lyon et l'interview que j'avais, j'étais accepté et j'ai rentré à l'Institut Paul Bocuse. Qu'estimez-vous que ces 3 années passées à l'Institut à Lyon vous ont apporté ? Beaucoup. Premièrement, beaucoup plus la culture française parce que quand vous vivez à Prague, même si vous étudiez au lycée français, vous ne trouvez pas beaucoup de choses sur la culture. C'est vraiment un truc qu'il faut vivre. Et pas seulement la culture de savoir vivre, mais aussi quelles sont les habitudes, etc. Comment fonctionne la société, disons un peu. Parce que c'est très différent. Et la culture vers la cuisine française a une tradition qui est super vieille, disons, ce qui est bien. C'est quelque chose qu'on peut suivre et ensuite vivre, peut-être améliorer et apprendre. Et que c'est un travail dur, très dur. Et que la cuisine, c'est vraiment un travail de dédication en fait, pour toute la vie. J'ai pu voir des choses extraordinaires et manger des trucs que j'ai jamais pensé que je vais avoir la possibilité de manger. Et donc je profitais du terroir quand même. Votre séjour en France ne s'est pas résumé à Lyon. Vous avez également travaillé dans d'autres restaurants, dans d'autres régions, c'est bien ça ? Exactement, je travaillais par exemple dans la région du Nice. Là-bas j'ai fait pas mal de saisons, mais c'était encore avant l'Institut. Ensuite j'ai travaillé dans la région de Pays Basque. Là-bas j'ai travaillé pour le chef Cédric Béchade à Saint-Jean-de-Luz. Et ensuite j'ai resté sur Lyon. Et ensuite j'ai visité un peu toute la France, mais pas forcément pour travailler. C'était une réelle volonté, avant déjà votre départ en France, de revenir à Prague ? Je voulais pas forcément de rentrer à Prague, mais la situation familiale, personnelle a imposé que je retourne. Et depuis ce temps-là, j'ai resté pour l'instant. Alors, vous avez ouvert ce restaurant depuis le mois de mai. Il y a également un autre concept juste à côté qui a été lancé dans les jardins. Ça s'appelle Molo. Vous êtes, paraît-il, l'initiateur du nouveau pop-up gastro-culturel Molo. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Molo, c'est un projet qui a été inventé pendant la période du Covid-19 parce que il fallait trouver quelque chose qui pourra apporter un peu plus de gens de différents âges et classes sociales ici dans l'endroit de Občanská plovárna, parce que comme vous le dites, il faut un peu chercher, il faut un peu savoir où on se trouve. Et du coup je voulais ouvrir un bar qui attire un peu plus des jeunes, un peu cette clientèle qui peut penser que Občanská plovárna c'est un endroit qui est seulement ouvert pour les riches et plus aisés, ce qui n'est pas vrai en plus. Et du coup j'ai inventé le projet Molo c'est un bar qui est ouvert normalement à partir de 5h de l'après-midi jusqu'à minuit et qui propose du coup des plats qui sont très rapides mais de bonne qualité. Donc on utilise les produits qu'on utilise dans la cuisine à Občanská plovárna, mais on les propose d'un autre point de vue. Pour les jeunes, des gens qui sont venus ici juste pour des verres et pour passer une belle soirée.
Molo a été ouvert à la fin du mois de mai. Cela correspond à la levée de différentes mesures de restriction. Comment ça marche depuis? Est-ce que ça tourne comme vous l'espériez? Ça tourne plutôt bien, mais toujours des projets comme ça qui sont lancés très rapidement comme une réponse à une situation ont besoin un peu plus de temps. Vu qu'on est ouvert, comme vous l'avez dit, à la fin du mois de mai, on n'avait pas beaucoup de temps pour vraiment proposer aux gens de Prague. Et ensuite, il y avait des vacances qui ont commencé, etc. Et du coup, c'était difficile même pour trouver des groupes de musique ou de théâtre ou quoi que ce soit pour les faire venir ici. Mais je pense que le potentiel il est là. Je pense que les intérieurs qu'on a fait ils sont très sympas et la vue sur la rivière et des possibilités qu'on peut faire ont un potentiel qui probablement va être mesuré dans les années qui suivent, mais il faut commencer quelque part. Vous avez fait vos études, votre formation en France. Certes, vous êtes un des rares à être passé par l'Institut Paul Bocuse. Plus généralement, on voit quand même de plus en plus de jeunes cuisiniers tchèques qui partent à l'étranger. Vous pensez que c'est vraiment une nécessité par rapport aux possibilités de formation qui existent en République tchèque? C'est bien que les jeunes apprentis de la cuisine ou juste des gens qui sont motivés par la cuisine partent à l'étranger parce que, comme on l'a dit, la culture dans les pays même européens ou ailleurs, hein. Par exemple, si on regarde l'Amérique du Sud ou centrale, la culture de bien manger sont beaucoup plus basées et c'est quelque chose qu'on probablement pas vont apprendre pas ici. Donc moi je pense que c'est une chose à faire. Après bien sûr il y a pas mal de chefs qui aujourd'hui pratiquent leur cuisine ou leur métier ici à Prague, ils font très bien, qui ont déjà de l'expérience de l'étranger, qui sont partis pour l'étranger pendant 10-15 ans, certains pendant 20 ans et qui retournent maintenant à l'heure actuelle à Prague parce qu'ils estiment qu'ils ont assez d'expérience à l'étranger pour ensuite les utiliser à Prague, ce qui est bien. Parce que personnellement je pense que c'est le voie qu'il faut faire. Et du coup moi je suis pour que les gens y partent toujours à l'étranger, chercher des expériences. Et parfois il suffit même partir juste en Allemagne. Là-bas voilà, même des Tchèques partent beaucoup là-bas. Et c'est des expériences qu'on n'échange pas et qu'on n'apprend pas ici. Après la gastronomie, un peu d'architecture. Les visiteurs de l'emblématique Maison dansante de Prague, conçue au début des années 90 par le célèbre architecte Frank Gehry et Vlado Milunic, peuvent désormais voir des espaces normalement inaccessibles au public. La nouvelle visite comprend les installations techniques, la cour ainsi qu'un belvédère avec vue sur le château de Prague et sur l'appartement où le défunt président Václav Havel a vécu pendant des décennies. Visite avec Améline Roussel. La Maison dansante, l'un des bâtiments modernes les plus remarquables de Prague, a officiellement ouvert ses portes en 1996. Toutefois, le concept a en fait été imaginé beaucoup plus tôt par le défunt président tchèque, qui a vécu pendant des décennies juste à côté de l'endroit où la Maison dansante a été érigée. Le terrain était vide depuis 1945, quand le bâtiment néo-baroque qui s'y trouvait a été accidentellement détruit par des bombardiers américains. Avant la révolution de velours, Václav Havel avait déjà eu l'idée de faire construire à cet endroit un nouveau bâtiment destiné à être un centre culturel, explique l'architecte David Thierry. Havel et Milunic ont envisagé la création d'un centre culturel plein de vie, avec des galeries, une salle de projection et même un théâtre ainsi qu'un restaurant. Ils ont même pensé à créer un tunnel qui connecterait le bâtiment au quai de la Vltava. En 1990, l'architecte croate basé à Prague, Vlado Milunic, voisin et ami de Václav Havel, a créé le premier design du bâtiment. En 1992, il a redessiné le concept original avec l'architecte canadien mondialement connu Frank Gehry, et 2 ans plus tard, la construction a débuté.
Son premier nom officiel était le bâtiment national Nederlanden, du nom de la compagnie d'assurance néerlandaise qui a commandé le projet. Mais la structure incurvée, ressemblant à un couple de salles de bal, est alors rapidement rebaptisée Maison dansante. Hélas, le projet original d'un centre culturel a dû être abandonné au profit des bureaux et des chambres d'hôtel, et les visiteurs, en temps normal, ont uniquement l'autorisation d'accéder à la galerie, aux restaurants et aux bars avec vue sur le château de Prague. Afin de marquer le 30e anniversaire de sa conception, la maison dansante a temporairement ouvert des espaces habituellement inaccessibles au public. Robert Vujtek, directeur de la galerie, en présente les détails. Les visiteurs peuvent voir toutes les installations techniques du bâtiment, du système de chauffage à la climatisation. Ils peuvent également voir la cour qui n'avait jamais été rendue accessible au public auparavant et peuvent jeter un coup d'œil dans les chambres d'hôtel construites dans ce qui était autrefois un bureau en open space. Ils peuvent aussi visiter le belvédère au dernier étage de l'immeuble qui offre une vue imprenable sur le château de Prague et sur l'appartement où Václav Havel habitait. Les visiteurs auront la chance de voir ces espaces jusque-là inaccessibles de la maison dansante jusqu'à la fin du mois d'août. L'entrée au bâtiment comprend également un billet pour l'exposition actuelle d'objets en verre du défunt designer Božek Šípek. On termine cette émission avec l'annonce culturelle de la semaine dernière. L'écrivain Milan Kundera a décidé de léguer ses livres et archives à la Bibliothèque régionale de Brno, sa ville natale. L'institution a aussitôt annoncé son intention de rendre les ouvrages et les documents accessibles au grand public. Magdalena Hrozinkova pour plus d'infos. Pour le ministre de la Culture, Lubomir Zaorálek, il s'agit d'un don tout à fait exceptionnel en qualité et en volume. Jeudi, la Bibliothèque régionale de Brno a annoncé la prochaine acquisition d'une collection de livres de Milan Kundera, publiés dans plusieurs dizaines de langues, dont le tchèque, ainsi que des archives contenant toutes sortes de documents, y compris des photographies et des dessins. La collection devrait être transférée depuis l'appartement parisien de l'écrivain âgé de 91 ans et de sa femme Viera à l'automne, si la situation sanitaire le permet. Directeur de la bibliothèque de Brno, Tomáš Kubíček précise quel est le contenu de ces archives. Il s'agit d'une vaste collection d'ouvrages de Milan Kundera. Son œuvre, publiée dans le monde entier et traduite dans 44 langues, regroupe près de 4000 volumes. Sa collection personnelle contient la majorité de ses livres, mais ce qui est encore plus intéressant, surtout du point de vue des chercheurs, ce sont les archives de l'écrivain. Celles-ci contiennent des articles et critiques littéraires conservés au fil des années par les éditeurs de l'œuvre de Kundera. Ce sont des documents précieux qui en disent beaucoup sur la perception des romans et des essais de l'écrivain dans des pays et des cultures différentes. La bibliothèque de Brno entend mettre en place une salle d'études spécialement dédiée à l'œuvre de Milan Kundera. Débats, lectures et autres événements y seront organisés. Ce fonds Kundera pourrait être mis à disposition des lecteurs et des chercheurs vers la fin de l'année prochaine. Avant cela, un travail minutieux attend les bibliothécaires, comme l'explique Tomáš Kubíček. Il faudra d'abord établir une liste des ouvrages que comprend la collection. Cela n'a jamais été fait. Avec les époux Kundera, nous avons convenu que l'élaboration de cette liste durerait environ 4 mois. Ce calendrier donne une idée du volume de livres que notre bibliothèque va recevoir. Ensuite, un catalogue sera élaboré et publié sur notre site. Et parallèlement, nous allons numériser toutes les archives. Exilé de Tchécoslovaquie en France dans les années 1970 et naturalisé français, Milan Kundera entretient un rapport compliqué avec son pays natal. Il a toutefois retrouvé la nationalité tchèque il y a quelques mois et entretient des relations amicales avec l'équipe qui dirige la bibliothèque régionale de Brno, ville où il est né en 1929. Le don d'archives que l'écrivain et son épouse ont fait à la bibliothèque morave est en quelque sorte un prolongement d'une coopération de
de longue date, mais il s'agit aussi, selon Tomáš Kubíček, d'un geste symbolique de la part de l'écrivain. Milan Kundera, jakého zvykem to ironicky komentoval slovy. Milan Kundera a dit, sur un ton un peu ironique, je cite, « Les livres doivent trouver leur place dans une bibliothèque, alors je te les confie ». Ce don marque un retour de Kundera dans sa ville d'origine. Il est né dans le quartier de Kralovo Pole, non loin de notre bibliothèque. On peut donc considérer son geste comme un retour aux racines. Symbol Kunderova návratu ke svým kořenům. Et c'est ainsi que prend fin cette émission concoctée par la rédaction française de Radio Prague International. Pour nous retrouver sur internet www.radio.cz ou notre compte Twitter @radiopraguefr, je vous souhaite une très agréable semaine à Prague. À bientôt, ahoj!